Bonjour et bienvenue à Vidéo Terreur. Cette semaine, on vous parle de fantômes. Bienvenue à Vidéo Terreur. Cette semaine, on vous parle d'un grand classique, les films de fantômes. Ouh. Et avec moi, comme à chaque semaine, mon co-animateur et bible vivante des films d'horreur, M. Jimmy Franqueur. Bonjour, Jimmy. Salut Pierre, ça va bien? Ça va bien, toi? Excellent, toujours. Ouais, film de fantômes, hein? Ça nous a tous marqués, parce que souvent, quand on était jeune, on se raconte des histoires de fantômes. C'est comme quelque chose dans l'imaginaire, les esprits, tu sais. Je sais pas si c'est notre passé judéo-chrétien. Excuse-moi, je fais une longue intro, là, mais tu sais, le fait que quand les gens meurent, que leur âme existe à quelque part, on a comme ça dans notre background culturel, je sais pas. Oui, tout à fait. Bon, même, on peut dépasser même judéo-chrétien. Je pense que dans toutes les cultures, une croyance à quelque chose qui survit après la vie, je pense que c'est presque la norme. T'sais, effectivement, donc, toutes les cultures vont avoir cette notion-là. Donc, c'est pas nécessairement, je dirais, surprenant qu'on va avoir aussi dans les légendes ou, encore une fois, bon, dans la littérature ou dans les films d'horreur, effectivement, des références à des esprits là, ou à des morts qui sont là. Oui, puis on est allé, écoute, à plein de niveaux. Là, quand on parle entre Poltergeist et Ghostbusters, on parle les deux de fantômes, on n'a pas le même ton du tout pour parler de ça. C'est la peur, c'est les esprits, entendre des voix, est-ce que c'est la folie? Tu sais, il y a beaucoup de liens qu'on peut faire avec l'idée du fantôme. Oui, effectivement. Puis ce qui rend, je dirais, le thème du fantôme aussi ou des esprits intéressants, c'est que c'est souvent, appelons ça un monstre qui est plus ambivalent. Tu sais, par exemple, si on prend le zombie, c'est un monstre qui est relativement, je dirais, linéaire au sens qu'il a faim, vous êtes une proie, il veut vous manger, fin de l'histoire. Si on regarde un peu, je dirais, bon, évidemment, il y a toujours des exceptions, mais le thème général au niveau des films de fantômes, en fait, ça part souvent d'un problème de communication ou d'éléments de vie qui n'est pas terminé. Tu sais, le fantôme, essentiellement, c'est l'idée qu'il y a un pan de sa vie qui n'a pas terminé puis qui cherche une clôture. Fait que tu as toujours un peu le thème aussi de la clôture, l'esprit qui cherche un peu à terminer quelque chose. Puis quand on parle du problème de communication, il y a plusieurs films aussi qui vont l'aborder sous l'angle un peu, bon, les gens ont peur des esprits jusqu'à temps qu'ils se rendent compte que, bon, les esprits ou le fantôme essaient d'entrer en contact afin de les amener à les aider à clôturer. Donc, on a souvent aussi un peu, je dirais, ce passage-là dans ces films-là où on a une partie, on pourrait appeler ça de crainte, pour en arriver à une meilleure compréhension de ce que le défunt tente de faire. Fait que ça, c'est un thème souvent qui va être abordé. On a aussi le thème de la vengeance qui va être abordé là-dedans. Mais quand même, on pourrait dire que le fantôme est peut-être un monstre au niveau du cinéma un peu plus nuancé, plus ambigu. On pourrait peut-être le dire comme ça. Et est-ce que tu rentres là-dedans, parce que moi, je fais beaucoup l'association avec l'immobilier, dans le sens, les maisons hantées. C'est souvent ça aussi, les fantômes qui sont là. Tu sais, bon, Amityville, Poltergeist, oui, mais il y en a plein où ces esprits-là haussent. C'est comme des esprits, bon, tu sais, il y a plein de raisons. On va toujours trouver une nouvelle raison, là. Mais même, là, chez nous, des défunts, quand on est chez... Je sais pas, moi, j'ai une vieille maison, puis on entend du bruit dans le grenier. C'est un fantôme, c'est probablement une souris. Mais tu sais, la première idée, ça va être c'est un fantôme. Ouais, c'est intéressant ce que tu amènes aussi parce que, bon, si on se rappelle, là, disons, la représentation la plus classique du fantôme, là, c'est un drap avec des chaînes. Scooby-Doo. Ben, effectivement. Puis, les chaînes réfèrent justement au fait d'être enchaîné. Souvent, l'esprit dans le folklore ou dans l'imaginaire ou dans la légende va amener justement le fantôme ou le défunt à être enchaîné quelque part, être prisonnier à quelque part d'un endroit. Donc, on va beaucoup retrouver cette espèce de notion-là que, comme tu le dis exactement, j'aime bien le côté immobilier, c'est que les fantômes sont aussi, je dirais, presque indistincts d'un lieu. Okay? Encore une fois, bon, il peut y avoir des exceptions, là, mais de façon générale, l'histoire du fantôme est confinée souvent à un endroit. C'est probablement aussi sa faiblesse, parce que, bon, souvent les gens qui vont avoir de la difficulté avec ce genre de film-là vont dire, sortez de chez vous, allez ailleurs, déménager, puis ça va aller. Quoi qu'il y a des films qui ont joué un peu avec ça, là, avec Paranormal Activity, entre autres, où on dit, il vous suit, c'est vous qui suit, non pas l'endroit. Mais effectivement, là, le fantôme est lié à un lieu.
Ça m'amène à ça, Paranormal Activity. Ce que je trouve intéressant aussi de ce genre-là, c'est qu'il est décliné de plein de manières différentes. Oui, il y a les films d'horreur. On parlait tantôt de Ghostbusters. Je veux dire, c'est pas un film d'horreur du tout. Là, on est rendu qu'un marshmallow géant qui va attaquer la ville. Mais on a des séries aussi télé sur... on va essayer de voir si ces lieux sont vraiment hantés. Puis j'irais même plus loin. Là. Quand on écoute Mon fantôme d'amour, là, c'est un film de fantôme, mais d'amour. Oh oui, tout à fait. Et on reste exactement dans les mêmes thématiques, sauf que c'est zéro épeurant. Là. Mais justement, je pense que c'est ce qui explique un peu le côté un peu plus ambigu ou nuancé du fantôme qui peut être justement transporté, je dirais, c'est un paradigme un peu plus large, un peu comme le vampire quand on va en parler, justement, du côté presque romantique. Oui. Puis de Mon fantôme d'amour jusqu'au film un peu plus terrifiant, là, effectivement. Puis, mais tu sais, tu touches un autre point important, c'est bon, je regardais une recherche, là, en gros, là, 45% des Américains croient justement aux fantômes ou que les esprits peuvent être là, présents. Bon, ce qui nous amène à peu près à une personne sur deux. Je crois pas nécessairement que la statistique serait si différente, par exemple, au Canada ou au Québec. Ce qui fait que, justement, c'est probablement une des peurs ou, en tout cas, une des croyances qui est la plus présente là, chez monsieur, madame, tout le monde. Moi, je parle régulièrement à ma mère qui est décédée parce que, je pense que j'y parle pour vrai. Donc, c'est ça aussi, à quelque part, là. Oui, puis encore une fois, comme tu le disais aussi, bon, dans les religions, c'est partie prenante. Donc, c'est quelque chose, je dirais, qui réfère à quelque chose de plus fondamental que, par exemple, le vampire ou le zombie. Et puis, si on remonte dans le temps, là, comment ça a commencé les premiers films de fantômes? Ça remonte assez loin. Là. Par exemple, le premier film, on parle de 1896. Okay. C'est un film français, c'est Georges Méliès. Ça s'appelle Le Manoir du Diable. Écoute, à ma connaissance, c'est le premier film d'horreur, point. Donc, on est vraiment dans le début. Écoute, on est 1 an après le début du cinéma. Oui. Donc, c'est très, très tôt. Puis, on a aussi le Haunted Castle de Frédéric Murnau dans 1921, donc 1 an avant Nosferatu, qui est aussi, bon, tout le monde connaît Nosferatu, là, de ce film allemand. Mais moi, honnêtement, je n'étais pas au fait qu'il y en avait fait un film sur les fantômes 1 an auparavant. Mais donc, tu sais, quand on parlait justement de l'omniprésence de ce thème-là dans le folklore, dans les légendes, ça le montre aussi là, que quand vous, 1 an après l'invention du cinéma, vous avez déjà un film de fantômes, ça montre là, que c'est un thème qui est excessivement, je dirais, présent. Là. Oui, parce que tout ce qu'on était capable d'expliquer avec la science, on pouvait l'expliquer avec les esprits, en fait. Tout à fait. Ouais. Fait que, ça, je dirais, on a au début des années, fin 1800, début 1900, on a 2 bons exemples de ça. Mais après ça, il va y avoir quand même, je dirais, une bonne pause. Là. Ça nous amène à 1960 à 13 Ghosts, de William Castle. Puis William Castle, si tu le connais, là, c'est un cinéaste qui est intéressant au sens où il était beaucoup connu aussi pour, je dirais, toutes les gimmicks qu'il utilisait au cinéma. Donc, William Castle, en fait, lui, je dirais, il considérait que le cinéma, c'était ce qu'on regardait sur l'écran, mais aussi que l'expérience avait avantage aussi à être, je dirais, un peu plus dynamique, même dans la salle. Donc, par exemple, de Tingler, on avait mis des vibrateurs dans les sièges. Puis ceux qui ont vu le film, à un moment donné, là, c'est le Tingler, c'est une vibration qui monte. Puis la seule façon de l'empêcher de nous attaquer, c'est de crier. Donc, dans les cinémas, quand les gens sentaient la vibration, on leur disait « faut crier ». Fait que spontanément, les gens se mettaient à crier. Il a fait un peu le même truc avec 13 Ghosts où on avait des lunettes bleues puis rouges. Puis les lunettes rouges permettaient de voir les fantômes, puis les lunettes bleues de ne pas les voir. Wow. Il a fait plein de trucs du genre, entre autres, bon, faire il y avait des fausses polices d'assurance. Là, si on mourait d'effroi pendant un film, on pouvait être dédommagé. Il a fait aussi, bon, Monsieur Sardonicus, où, à la fin, bon, le méchant, la foule dans le cinéma doit voter s'il va être exécuté ou non. Ce qui est intéressant aussi de cet exemple-là, c'est que, bon, entre autres, il y a une légende qui disait qu'il n'y a jamais eu de scène où le méchant et on le sauve. Mais elle a été tournée, sauf qu'effectivement, les gens au cinéma vont mourir. Là. Mais William Castle, donc, c'est un des cinéastes que je dirais qui a amené aussi une notion de, je dirais presque s'amuser avec le public, faire participer le public. Ouais, donc, 13 Ghosts, je dirais, ça, c'est un des premiers films de fantômes après la période du cinéma muet. Là. Un film aussi, bon, que j'ai mis, je pense, dans l'historique, là, qui personnellement, je trouve une série intéressante, c'est Tombs of the Blind Dead. Il y en a eu 4. Okay. El Noche del Terror Ciego, là, c'est un film, c'est une série de films espagnols, 1972. Et on était à la limite un peu entre le film de zombie et le film de fantôme. En fait, c'est des Templiers qui ont envahi un village à une certaine époque, puis les villageois se sont rebellés puis les ont brûlés.
Et les Templiers là, reviennent là, hanter là, puis tuent les villageois. Mais il y a des scènes vraiment incroyables là-dedans. Puis entre autres, les Templiers là, sont toujours un peu comme filmés au ralenti, sur des chevaux. Puis il y a des chevaux fantômes aussi. C'est une série de films vraiment là, très, très bien réalisés. Moins connus ici, là, mais je pense que c'est vraiment dans les classiques quand même à voir là, si on a la chance. Après ça, j'irai en 79 avec le bon vieux classique Amityville Horror. Amityville, il est intéressant pour une raison, c'est que je dirais que c'est un des premiers films où on a essayé un peu d'enlever la barrière entre le réel et l'imaginaire. Parce que bon, ceux qui savent un peu, là, Amityville, c'est basé sur un roman qui se voulait une histoire vraie. Hein? Je ne sais pas si tu te rappelles, puis on disait, bon, c'est des événements vécus. Puis d'ailleurs, même le film là, se présente un peu comme une recréation là, d'événements vécus. Fait que la popularité d'Amityville est beaucoup plus, à mon avis, liée au fait que c'était une des premières fois qu'on avait un film qui se présentait comme une histoire vraie, mais qui était basé sur des fantômes. Mais quand on regarde le film aujourd'hui, je dirais, bon, puis si on n'achète pas la prémisse là, qui est que c'est une histoire vraie, c'est un film, je dirais, qui a comme eu un gros impact, mais qui, sur le film lui-même, est relativement ennuyant, ou en tout cas, personnellement, de peu d'intérêt. Ouais. Donc, mais c'est un film qui a... Il y a une importance historique pour... Oh, oui, tout à fait. Puis, en fait, comme je dis, les films qui ont amené aussi à vouloir briser un peu la barrière entre le réel et l'imaginaire. On a aussi Blair Witch Project. Ceux qui se souviennent un peu, on avait un peu laissé filer l'idée que c'était des bandes qu'on avait retrouvées, puis que l'équipe était disparue. Puis on a eu le même truc un peu, ceux qui se rappellent aussi peut-être un peu plus tôt avec Cannibal Holocaust. Où, en fait, c'est exactement la même formule où le film commence, on a trouvé des bandes et c'est le récit là, de ce qui a été. C'est un peu les premiers films caméra vérité. Oui. Mais Amityville c'est vraiment le premier là, à aller dans cet angle-là. Un film aussi peut-être là, que je pense qu'on a vraiment avantage à voir, c'est The Changeling, 1980. C'est un film canadien, puis avec George Burns. Puis justement, j'écoutais quelque chose récemment, puis c'était drôle parce qu'on disait, on le présentait comme étant le plus grand film de fantômes américain. En fait, c'est un film canadien. Mais c'est un film qui est fantastique, là, je dirais. Puis, à mon avis, tous les éléments qui font que le film de fantôme, je dirais, bon, on le reconnaît, là. Justement, quand je parlais de l'ambiguïté, le fantôme qui essaie de passer un message, qui est mal compris, qui cherche une clôture, une vengeance. Tout est là, la maison hantée, les bruits. Là. Tout ce qui est de plus classique se retrouve dans ce film-là. Et c'est je dirais il y a une maturité dans ce film-là. Les acteurs sont un peu plus âgés. Par exemple, le personnage principal a perdu son fils et sa femme. On croit davantage un peu à l'histoire. Ah oui, clairement. Ça, je dirais, c'est vraiment quelque chose à voir. Puis je dirais pour les amateurs, là, c'est vraiment un film là, qui a son importance, mais comme je dis, malheureusement, là, peut-être par mauvaise distribution, il est peut-être un peu moins bien connu. Là. Within this old house live two residents. One of them is John Russell, composer, professor. The other has been dead for over 70 years. Claire, I'd like to talk to you about the house. Did you die in this house? How did you die? Whatever it is trying desperately to communicate. What is it in that house, Claire? What is it doing? Why is it trying to reach me? It's a hand. Hold on, Senator. I'm John Russell. I'm living in your house. Senator, look, I want to show him that. You've got something of the Senator's. He wants it back. You want? What do you want from me?
Many films will frighten you, but only a few can really terrify you. The Changeling, an experience beyond total fear. Puis après, bon, évidemment, on va se transporter la même année avec Shining en 1980. Ouais. Qui est aussi là, un grand classique. Puis, Shining est intéressant à plein de niveaux. Bon, ça fait partie aussi des premiers films là, que Stephen King qu'on va adapter à partir de Stephen King. C'était quand même pas banal parce que c'était quand même Stanley Kubrick qui était un cinéaste. Là, bon, très grand cinéaste. Je pense que personne va dire qu'il est ordinaire. Là. Non, je pense qu'on va s'entendre tout le monde là-dessus pour dire que c'est un grand cinéaste. Puis, je sais pas si tu savais, mais il y a beaucoup de légendes urbaines ou thérapies du complot là, qui tournent autour de ce film-là. Il y a même un documentaire qui a été fait il n'y a pas longtemps. Puis, c'est intéressant de se demander pourquoi, en fait. Bon, une des théories, par exemple, c'est que Stanley Kubrick aurait filmé si on croit qu'on n'est pas allé sur la Lune, que le film de l'alunissage, ce serait Stanley Kubrick. Et pour se confesser, en quelque sorte, là, de ça, il aurait envoyé des messages un peu codés dans son film pour que les gens comprennent qu'à quelque part, là, on n'est pas allé sur la Lune. Bon, entre autres, une des références qu'on amène, c'est, si on se rappelle, là, sur le gilet du petit garçon, là, il y a Apollo 11. Puis écoute, des gens, puis il y a toutes sortes de théories, encore une fois, autour de ce film-là. Puis la question à se poser, c'est, ouais, mais pourquoi dans ce film-là? Parce que c'est assez rare quand même qu'on va élaborer des théories du complot à partir d'un film. Mais tu sais, si on connaît un peu Stanley Kubrick, on sait à quel point c'est un cinéaste qui était délibéré et que rien n'était au hasard. Perfectionniste. Fait que je pense que les gens en sont venus un peu à se dire non seulement c'est délibéré, mais c'est probablement aussi chaque détail est probablement intentionnel. Puis à partir de là, ben là les théories fusent de toutes parts. Puis après ça, on doit être pas loin de Poltergeist. Je peux pas croire qu'on n'en parlera pas. Ben écoute, c'était on peut y aller tout de suite. J'avais peut-être un petit film aussi, peut-être moins connu, Ghost Story, 1981. Oui, ben oui. Qui est une adaptation là, d'un roman de Peter Straub, qui est un des collaborateurs aussi de Stephen King. Ils ont fait 2 romans ensemble, co-auteurs. Je trouve que ce film est intéressant aussi parce que une des particularités, je trouve qu'on voit de moins en moins aujourd'hui, c'est d'avoir des personnages principaux qui sont quand même assez âgés. OK. Je parlais tantôt aussi de Changeling où maintenant, souvent, là, c'était peut-être un petit peu moins vrai, mais à une certaine époque, si tous les personnages, peu importe leur rôle, avaient 20 ans, 25 ans, puis étaient des modèles. Ouais, ben c'est pour qui on faisait le film aussi. On a cette mode-là, entre autres les slashers, on était beaucoup dans le public ado là, qu'on allait chercher. Là. Puis donc, ce qui est intéressant avec un film comme Ghost Story, les personnages principaux, à une exception près, sont tous des vieillards. Puis, mais c'est un film qui a quand même, je dirais, à certains égards peut-être moins bien vieilli, mais c'est intéressant. Long ago, on a cold, dark night, in this peaceful New England village, something happened. Something too terrifying to remember. Something too frightening to forget. Something that has remained a secret until now. Is anyone else seeing things? Am I the only one having nightmares? Universal Pictures presents Fred Astaire, Melvin Douglas, Douglas Fairbanks Jr., John Houseman, Ghost Story, from the terrifying best-selling novel by Peter Straub. Who is this? He's found a picture of her. That's not possible. The girl, the men, the evil, the silence. Dad, I'm telling you, something happened. I'm telling you, I think he may have been murdered. The house, the fear, the nightmares, the vengeance. We must talk about it. She is not the person you think she is. Who are you? Oh, no, please, let's not stop. She's worried you have the wrong idea about her. Everything about her is wrong. No, please let me talk about it. Get away from her, Dave. What are you? She's dangerous. Listen to me, please. Soon they will learn that they have never been forgiven. Ghost Story.
The time has come. Et bon, évidemment, Poltergeist en 1982. Qui a marqué beaucoup l'imaginaire, la petite fille, aussi avec les légendes autochtones qu'il y avait autour de ça. Là. Oui. Ben, justement, là, maintenant, je pense que c'est rentré dans l'imaginaire depuis ce temps-là, là, le bon vieux cimetière indien. S'il y a quelque chose de louche, c'est probablement qu'on est sur un cimetière indien. Mais il y a aussi qu'il y a eu une certaine controverse là, avec Poltergeist, au sens où le réalisateur, c'est Toby Hooper, qui nous avait donné le Texas Chainsaw Massacre. C'est un grand classique. Mais le producteur, c'est Steven Spielberg. Puis, on a longtemps pensé que c'était en fait Spielberg qui avait réalisé le film, puis presque Toby Hooper avait servi un peu plus d'assistant ou quasiment de prête-nom. Puis, au cours des dernières années, en parlant aux membres de l'équipe, puis en parlant aux acteurs, on en vient à dire que c'est Toby Hooper. Mais on peut quand même reconnaître, je dirais, dans ce film-là, beaucoup de thèmes qui sont proches de Spielberg. C'est juste la composition de la famille, la bonne famille américaine de banlieue. C'est très Spielberg. Là. Oui. On est très proche de E.T., Rencontre du troisième type. On reconnaît vraiment, je dirais, où s'insère l'histoire. Là. Ça, c'est très Spielbergien, si on peut dire ça comme ça. Oui. Puis, en tout cas, il y a aussi tout le rapport avec la télé, les objets, la maison. Je trouve qu'on a une superbe exploitation des lieux par rapport à ce que les fantômes peuvent faire. Là. Oui, puis, justement, tu parles de la télé, là, c'est même l'image mythique, là, puis la pochette ou la petite fille devant la télé. Mais si on se revient aussi aux années 80, c'était une peur aussi des parents. Là, souvent, là, les enfants étaient devant la télé puis étaient, je dirais, presque hypnotisés là. Puis, en fait, ça part de la peur que nos enfants soient avalés par la télé. Ouais. C'est une peur qu'on peut transférer aujourd'hui là, avec les enfants avalés par les écrans. Là. Je pense que cette image-là référait quelque chose d'aussi qui parlait aux parents à ce niveau-là. The house looks just like the one next to it. And the one next to that. And the one next to that. A young couple live in it. Give Ken a kiss. You are so obnoxious. With their 3 children. Of course, you have to kind of chew each bite 10 times. And something more. Sweetie, remember last night? Do you remember when you woke up and you said you were here? Uh-huh. Well, who did you meet? Who's here? TV people. Something's funny going on here next door. Something, We were wondering if maybe you had experienced any disturbances lately. What kind of disturbances? I don't know what hovers over this house. I've never sensed anything like it. That thing is in there with my baby. They're hundreds. Now Steven Spielberg crosses a frightening new threshold into a world within our own. Its form is revealed. What is it? Its focus is clear. And the games are over. Poltergeist. It knows what scares you. Je veux juste peut-être parler d'un film aussi qui a marqué peut-être le public. Personnellement, c'est pas nécessairement un film que j'aurais tendance à nécessairement classer dans l'horreur, mais le Sixth Sense, le sixième sens, oui, avec Bruce Willis, qui a aussi, je pense, qui était dans les films marquants là, au niveau des fantômes, là, puis ça, c'en est un, puis au niveau... Film que tu n'as jamais le goût de revoir. Ben, c'est intéressant que tu amènes ça, parce que c'est un film, en fait, que je pense qui est fort une fois, ouais, puis qu'après ça, bon, il peut peut-être, encore une fois, là, chaque film a ses fans, là, mais je pense qu'il perd de son intérêt un peu, je dirais, parce qu'on a compris la fin. Fait qu'au niveau des coups de cœur, écoute, j'aurais presque le goût de dire dans des films peut-être un petit peu moins connus. Par exemple, Sinister, 2012, avec Scott Derrickson, qui est un film vraiment génial au sens où, en gros, l'histoire, c'est quelqu'un qui il aménage dans une nouvelle maison, puis au grenier, il trouve une boîte de 8 mm. Puis,
Ces films-là, en fait, sont des scènes de meurtre qui ont été tournées là, par le meurtrier. Puis, bon, il y a des fantômes à travers de ça. Mais les scènes, justement, de 8 mm là, sont vraiment très, très fortes. Moi, je dirais que c'est rare. Là, mais c'est un des films là, que j'ai eu un petit malaise à écouter. Là. Ah ouais. C'est de la façon qu'il est tourné. Là. Il y a vraiment une ambiance. La musique là, est vraiment intéressante. On est presque dans la musique qu'on pourrait presque qualifier du bruit. Là. Puis, bon, peut-être dans les films aussi de fantômes intéressants, là, The Ring. Ringu aussi, la version japonaise. Là, moi, j'ai vu les versions japonaises avant, ce qui fait que les versions américaines sont un peu fades. Oui, comme c'est souvent le cas, mais effectivement. Ouais. Mais tu sais, ça, c'est intéressant aussi parce qu'on a la notion quand même... on aurait pu en parler aussi dans le thème de la contamination. La contamination par la vue, le simple fait de regarder la cassette nous amène à voir nos jours sont comptés. Puis aussi la vengeance là, du fantôme, c'est quand même très intéressant. Là. Tantôt, tu parlais aussi, là, dans les films peut-être qui sont intéressants à voir, tu parlais là, des émissions Chasseurs de fantômes. Ouais. Il y a un film qui s'appelle Paranormal Activity, mais aussi, il y en a un qui est peut-être moins connu, Grave Encounters, 2011. Je connais pas. C'est un mélange un peu de Blair Witch Project au sens où c'est une équipe qui va tourner une émission puis dans une asile psychiatrique désaffectée. Puis bon, avec toutes les manifestations, mais c'est très efficace, là. Pas nécessairement un gros budget, là, mais je dirais, si on veut sortir un peu des classiques, là, je pense que c'est un film qui vaut la peine d'être vu aussi. Là. Oui, puis moi, je rajouterais à ça de nombreux épisodes de Scooby-Doo. Oui. Non, mais quand même, dans l'imaginaire collectif, là, Scooby-Doo est hyper important. Tout à fait. Ben oui, parce qu'en fait, pour la plupart des enfants, c'est le premier contact avec la peur. La peur, l'horreur, puis même le visuel, encore une fois, on en a déjà parlé, dans Scooby-Doo. Les vampires, c'est des vampires tirés souvent de la Hammer ou des Universal. Les archétypes se retrouvent dans Scooby-Doo. Oui, il utilise les clichés, puis c'est comme ça. Ben, c'est cliché, exactement. Puis, ben, écoute, les fantômes qui se retrouvent à plein niveau. Là, j'ai réécouté Ghostbusters dernièrement. C'est aussi très savoureux comme film. Mais on déconnecte. Je me rappelle quand j'étais petit, je l'avais vu, j'avais eu peur. Aujourd'hui, je suis complètement. C'est aucunement épeurant, ce film-là. C'est peut-être la scène de la bibliothèque, là, ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Mais écoute, j'étais en 6e année, je m'en souviens encore. Bien intéressant. Donc, écoute, c'est ce qui va mettre un terme à cette émission. Merci, Jimmy, de nous avoir parlé de fantômes. Un grand plaisir. Je remercie aussi l'esprit de ma mère décédée qui nous accompagne durant cette émission. C'est de l'humour noir. Merci à vous d'avoir été là. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Vidéo Terreur. Bonne semaine.